Poulet frit par Daniel Hollander sur quantiqueplus.com et sur YouTube aussi. Le crépuscule des dieux. Merde, mais d'où il sort ce con? Freinage intempestif. Coup de volant. Peut-être que non. Trop tard. Choc frontal. Putain, on lui a volé dans les plumes. Sur une nationale oubliée, du 25 plan de lutte contre la désertification rurale, une voiture haut de gamme, toute option sur le modèle virtualisé 3D, pas celle décrite en petites lettres pour le prix affiché, en petite mensualité ne dépensant pas les 125% du pouvoir d'un chat. Une caisse, quoi. Ça arrête. C'est à cause du nid de poule que tu as voulu éviter. Oui, mais j'aurais frôlé le rétro du motard d'en passe. Ce chevalier sans peur ni reproche, sans casque et sans lumière. Je l'aurais mis en colère. Fuyant les remontrances de sa compagne, l'homme sort du véhicule. Il s'approche de la victime. D'un œil rapide, il juge la situation. Ouf, pas de témoin. Il repart et démarre en trombe. Alors, on a buté un flic, mais il aussi plaque sa plaque, à moins brillant. Et tu as vu quelqu'un? Non. Attends, j'efface l'historique du GPS. C'est bon, vas-y. Éclaté au bord du chemin, l'inspecteur Casa, ou bien ce qu'il en reste, j'y agonisant. Ses yeux se ferment, son cœur s'arrête. Dans un dernier chant du cygne, il s'écrie « Rah !» Au loin, dans le ciel, une lumière orange, puis bleue, puis blanche, puis en triangle allongé comme un cigare apparaît. Cerclée de boules vibrantes, elle émet les notes d'une symphonie de John Williams. Dans le brouillard éthéré, une porte sans charnière ni petit gond dévoile un homme, une figure mi-homme, mi-animal. Une procession de vierges vêtues de toges blanches forme une double rangée, créant un chemin entre les herbes mystérieusement couchées de l'engin climatique vers la victime de l'accident. Une litanie hypnotique et lugubre résonne dans le masque indécent. Apothèque, apothèque, apothèque. 4 moines porteurs à demi nus s'approchent religieusement de la pauvre crêpe auvergnate au poulet. Après des rituels magiques et des gestes ancestraux, ils emmènent Casa, recouvert d'un linceul blanc au son de la mélopée rythmée. L'inspecteur entre ainsi dans le véhicule, en attente tout près d'une soucoupe fraîche de bois d'hiver. Apothèque, Zeneca, apothèque, Zeneca, apothèque, Zeneca. Aussi hallucinant que cela puisse paraître, en un clin d'œil, l'œuf-nid rectangulaire s'évanouit, laissant derrière lui plusieurs marques jaunes odorantes et indéniables de sa présence, des petits cercles de culture d'où s'échappe une vapeur fumante. Sur les lieux de l'accident, plus aucune trace. Le poulet est fin fini. Esculape de poulet. Non, monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Bureau d'accueil d'un grand hôpital moderne, une sorte de rongeur, une fouine, je pense. Regarde avec dépit un employé très sollicité. Malgré l'insistance d'un vibrateur de Tesla, rien n'y fait. Le zélé fonctionnaire ne bouge pas. L'animal, déçu et passablement énervé, fait demi-tour vers la sortie vitrée. Au dehors, une petite pluie givrante rend le balai incessant des véhicules de santé encore plus chaotique qu'à l'accoutumée. Une immense stèle, découverte lors de fouilles dans un désert en Égypte, annonce telle une malédiction un message en hiéroglyphes, traduit par Champollion en 1822 et juste avant les Anglais. Mortel, passe ton chemin et n'entre pas ici. Ils vont te trouver quelque chose et tu n'en sortiras jamais. Se grattant la tête, la fouine, l'ancien indique de l'inspecteur Casa cherche visiblement une solution à son épineux problème. Casa
de se mettre à table. Dans un des étages du bâtiment principal, un bruit de canne perturbe par saccade le couloir sans fin au centre d'un immense labyrinthe habituellement silencieux. Un homme clopinant s'approche de la chambre d'un malade, une sorte de momie entièrement recouvert de bandages dont seul le bec dépasse. Il ouvre la porte 567B, secteur 4, étage 5, bâtiment C, d'un campus médical et universitaire. De partout, des tubes, des câbles, des écrans. Seule la fée électricité a encore pitié de ce machin allongé là. Le docteur, car c'en est un, passe en revue la situation. Puis, jetant un rapide coup d'œil circulaire et donc forcément coupable, il débranche sournoisement un tube et sirote avec délice le jus vital qui en découle. De la cocaïne. Une assistante médicale, une étudiante aux yeux clairs et déterminée, précédée d'une paire d'arguments très convaincants, le surprend et lui demande avec autorité: Docteur Mars, que faites-vous ici? Le docteur, car c'en est toujours un, se retourne et lui dit en lui lançant un regard bleu d'acier coupant comme un scalpel: Je sais qui est votre petit copain d'hier soir, et je viens de le voir avec une bien moins belle que vous. La jeunette repart outrée, à la recherche du ton perdu et de son amant volage. Le docteur, puisqu'on vous dit que c'en est un, reprend une petite lichette en douce et rebranche le tout. Et il ne sait pas qu'au-dessus de lui, dans un monde parallèle mais en même temps, une autre dimension réelle mais invisible, un truc quoi. Un œil rond l'observe. Incapable de supporter davantage l'état végétatif de l'inspecteur Casa et l'odeur de ses aisselles impossibles à laver, son âme, il en a quand même une, a décidé de sortir de son corps et de se payer une balade. Mais dans cet état hors du monde, mais dedans quand même, elle voit tout, entend tout, mais ne peut rien faire. Par habitude professionnelle, ancrée en lui et elle depuis des années, il revient à ce qu'il a toujours fait, eh bien, la planque. L'esprit, es-tu là? La fouine, l'ancien ami de Casa, pour d'obscures raisons géopolitiques qui le dépassent, n'a plus la côte à Moscou. Alors là, plus du tout. Sa tête et le nid douillet entre ses jambes ont été mis à prix par les mafias russes. Et le nouveau gouvernement, qui remplace celui qui l'avait remplacé avant, a décidé, pour se racheter une réputation, de nettoyer les écuries d'Orgiens. La facture de ses excès à la datcha dépasse la somme qu'il a récoltée de ses opportunités boursières pyramidales sur le marché volatile des surprimes asiatiques. Et avec la vodka, on ne rigole pas. Il faut donc qu'il se casse, et vite. Une seule et unique pensée l'obsède. S'il pouvait mettre la main sur l'œuf carré de Galicie, peut-être qu'au marché noir, il pourrait en tirer quelque chose pour parer au plus pressé. Mais voilà, l'œuf, il est où? Pas dans l'affaire Auvergnate, il a déjà fouiné partout, retournant jusqu'au sol de la cave, quitte à se blesser les pieds sur les éclats de bocaux enterrés là. En Galicie, à Madrid. Il a bien longtemps que la poulette maintenant inutile a fini en apanati al pollo, une croustade au poulet. Non, si quelqu'un sait quelque chose, c'est bien ce cadavre maintenu artificiellement en vie. Le poulet doit cracher le morceau. Il y va de sa vie. La sienne, pas celle du poulet. Juste assez de vie pour qu'il parle. Déjà qu'il disait pas grand-chose avant, et quand il ouvrait le bec, on tendait l'oreille ailleurs, par réflexe salutaire, comment faire? Malgré tous ses efforts désespérés pour accéder à la chambre, on ne le laisse pas entrer. Habitué des stratagèmes, et essayant plusieurs déguisements, pompier, intervenant, technicien, infirmier, médecin, aumônier, il arrive à ses fins. Il est dans la place. Cependant, si loin de lui, pourtant tout à côté, l'âme de Casa, je vous assure, il en a une, a fait des progrès. Par un Américain beau gosse, mort jeune, qui traînait par là en esprit,
qui au bout de 5 ans avait réussi à bouger une capsule de bière par la seule force de la volonté, elle avait compris qu'il pouvait intervenir dans le monde physique. Dans son état sublimé, le Piaf se sent moins con qu'un Américain. Et il sait maintenant bouger des murs entiers, des voitures sur les parkings, et il peut même déplacer des antennes paraboliques pour voir la fin du match à la télé. Quelle joie jubilatoire et joyeuse, avec une pointe de mesquinerie, un soupçon de vengeance, quand il voit la fouine cachée là, entre le sous-sol et l'entresol, près des ascenseurs. Il est de renommée notoire que les âmes, si elles profitent de leur état pour faire le mal, ou pour aller boire en douce dans les douches des filles, auront beaucoup de difficultés pour leur avancement futur. Mais là, franchement, Casa ne peut se contenir. Il tient la bête, et il est aux abois. Voyons voir par quoi je commence, se dit la volaille dans sa tête. À lui elle-même, sa tête, elle est là-bas, coincée entre deux draps, avec le bec qui dépasse. Malédiction. Un homme assez fort et au crâne rasé se déplace en mouvement saccadé et rempli de fureur contenue. Dans la pièce où s'entasse un incroyable fourbi, une sorte de caverne d'Ali Baba, mais comme saccagée par un Amazone, les murs tremblent. Autour de lui, tels des poules apeurées ou des poulets sans tête, les serviteurs ne savent où se mettre ni quoi dire. Prince Alvital, chancelier Helmut Tuel. Avec une soumission toute empreinte de peur et de respect, le sommet au rang, visiblement un peu plus élevé que la cour des serviteurs autour, s'adresse au maître des lieux, visiblement courroucé. « Ô maître, peux-tu nous confier la source de ton inquiétude? Nous trouverons certainement un moyen de soulager ta peine. » L'homme s'arrête net, mais la masse des colliers d'apparat qui rendent son cou continue de tournoyer, par la vertu qu'ont les corps inertes, à suivre malgré eux le mouvement qu'on leur impose. Il fusille du regard son escorte servile. M'aider? Qui peut m'aider? Je suis convoqué sur le champ au sommet de la pyramide pour être jugé par le grand pharaon en personne. Comprenant un instant la gravité de la situation, les deux piliers du lieu donnent à la volée des ordres stricts et clairs aux subalternes, qui préparent à la hâte la réunion imminente. Flanqué de ses deux sous-fifres, le prince Alvital et le chancelier Helmut Tuel, le grand vizir Aboubzine sort cependant en lente cérémonie, cachant ainsi au petit peuple prosterné à leur passage la force de son émoi intérieur. Loin de là, sans qu'il ne soit conscient des interventions malignes de l'inspecteur Casa, en fait son âme, la fouine, à grand renfort de prudence, la queue entre les jambes, le regard fuyant et les mains tremblantes d'être surpris, essaie de rejoindre la chambre du vrai Casa, enfin son corps, artificiellement soutenu par toute une technologie qui le dépasse et qui l'inquiète un peu. Pour se diriger sans peine dans ce labyrinthe de doctes personnes, tels les scribes anciens, ont eu l'idée de simplifier le tout en apposant des pictogrammes, retrouvant ainsi, après 40 siècles d'écriture alphabétique, le génie des hiéroglyphes. En effet, la réputation du centre hospitalier universitaire est telle, au vu de la qualité des soins et de l'avancement du matériel, que du monde entier accourt et clopé en tout genre, depuis les enfants touchés par erreur durant les combats jusqu'aux derniers chanteurs à la mode ayant un mal de dos. Autant d'origines, autant de langues. Une image valant 1000 mots, un simple dessin d'une cuvette indique avec certitude l'endroit où assouvir un besoin pressant. En effet, cet établissement doit absolument garder une solide réputation de propreté, non seulement à cause des maladies nosocomiales, mais aussi pour filtrer les odeurs dont les miasmes boucheraient les tours des fils d'aération ou risqueraient de s'entasser la légionellose. Avec une malice non dissimulée, malgré son état d'âme éthéré, l'inspecteur Casa s'amuse à changer les flèches
pictogrammes, et même carrément couloir et porte. Pris comme dans le cube, et soumis à la méchanceté sadique mais invisible de Casa, la fouine erre sans fin, déshydraté, hagard, et finalement désespéré. Il s'effondre dans un coin, et devant lui, un squelette. Trop terrorisé pour comprendre, l'indique corrompu entend le mort lui parler. Le service cardiologie avait besoin de m'opposer un holtère, mais au même moment, le service hématologie devait me faire une prise de sang. J'ai mis mon cœur à droite et mon sang n'a fait qu'un tour à gauche. Mais au milieu, j'ai perdu mes os. Pour 40 siècles de plus. Qu'entends-je? Qu'ouis-je? En quel état tu gères? Du haut de la pyramide, au sommet de la dernière marche, le grand pharaon Maha-Kraon Ier, incarnation du grand rat sur terre, œil d'Horus voyant tout et rempli de l'amour d'Isis, la mère de toutes choses, tend son indigne serviteur. Celui-ci, le grand vizir Abou-Zin, dans un acte de défiance absolue, se tient droit, refusant de se soumettre. Ce serviteur, le prince Alvital et le chancelier Mutuel, ne sachant à quel saint se vouer, le maître ou le pharaon, par précaution, s'incline. Quelles sont ces rumeurs que j'entends? Tu dilapides mes trésors, tu dépasses les honoraires, tu contestes ouvertement mes sages décisions d'offrir des lunettes à tout mon peuple. On me dit que tes serviteurs se plaignent sans cesse, qu'ils hésitent par manque d'amour pour moi à travailler plus de 120 heures par semaine. Le grand vizir, frappé de front par cette vague, ne bouge pas. Il encaisse. N'ai-je pas, par la seule force de mon regard divin, repoussé les hordes brunes et familiales des perfides cimériens à ma droite, et sur ma gauche, par la miséricorde de ma bonté, empêché le peuple d'être trompé par les mensonges du fanatique Mélenchon? Qui es-tu, indigne de baiser la poussière que je bénis du simple toucher de ma sandale? Ne te fie pas au vain vote que j'octroie encore au peuple. Ne complote pas avec les mous et les faibles, qui s'imaginent qu'en s'unissant, ils seront plus forts. Où sont-ils ceux qui me contestaient? Ai-je un seul souci à mon front, que celui du trou sans fond de la République où tu suivis? Car je suis Maha-Kraon Ier, révélation du quinquennat, incarnation du grand rat sur terre, œil d'Horus voyant tout, et rempli de l'amour d'Isis, la mère de toutes choses. Gloire à Ra, gloire à Maha-Kraon. À chaque ponctuation du discours de l'être suprême, le cantique des vieilles vierges dédiées au service du temple chante les louanges du Dieu vivant sur terre. Je te donne une dernière chance. Sache que dans mes méditations jupitériennes, alors que je m'entretenais avec ma sœur, la lune de la presse, se reflétant dans les eaux du fleuve de la vie et de la mort, j'ai entendu l'appel de mon serviteur RFMAF, le fidèle et humble inspecteur Casa. Sache que dans sa dernière heure, abandonné de tous, il a appelé mon nom, Ra. Alors, qu'importe la dépense que tu paieras sur ce que tu m'as volé, qu'importe l'effort que cela demande et que tu m'as toujours refusé, va et sauve-le. Sinon, j'irai moi-même, et du toucher de mon doigt, je ressusciterai le pauvre animal. Car je suis Maha-Kraon Ier, incarnation du grand rat sur terre, œil d'Horus voyant tout et rempli de l'amour d'Isis, la mère de toutes choses, et mon règne n'aura pas de fin. La pesée de l'âme. Loin de toutes ces considérations olympiennes, la fouine erre, toujours obsédé par son désir de voir Casa. Il est finalement libéré des taquineries de l'âme du flic, parti ailleurs chercher quelque chose de plus intéressant à faire avec ses nouveaux pouvoirs. L'indique déterminé a finalement trouvé le bon endroit, le bon bâtiment, la bonne section,
et sous peu la bonne chambre. Il doit juste prendre l'ascenseur. Devant lui, 2 portes résolument fermées. Pour rassurer les patients, un numéro lumineux indique au pressé où se trouve le lève-personne. Cependant, habitué des salles de tripot, quoiqu'interdit d'entrer des officiels, il remarque dans un coin un spectacle familier. Et 4 salles sur le 3. Faites vos jeux, messieurs, mesdames. Le 3 une fois, le 3 2 fois, le 3, le 4. L'ascenseur s'arrête au 4. Désolé, ma petite dame, c'est pas votre jour. Justement, le tenancier improvisé ramasse la mise et lance un nouveau tour. Il est déjà 11 heures et tenté, la fouine qui pense déjà à l'apéro se tâte. Jouera pas, il hésite. Sa manie addictive lui ayant tant coûté, et se retrouvant sans le sou pour miser, il opte pour l'autre solution. Il appuie sur le bouton. Et il attend, tant de temps. Finalement, dans un moment inespéré, la porte s'ouvre. De partout surgissent des demi-zombies, couverts de bandes flottantes, prêts à envahir l'espace réduit à translation verticale. La fouine, ayant affronté les sbires des mafias du monde entier, ne se laisse pas déborder. En jouant des coups, des griffes et des gros, il s'enfile dans l'interstice avant la fermeture fatidique. Il appuie alors sur le bon numéro d'étage, mais rien ne se passe. Soudain, la main de Casa, ayant appris un nouveau tour, apparaît de nulle part, et sur l'écran lumineux écrit « Méné, tekel don arsin », ce qui en ancien sumérien, comme tout le monde le sait bien, signifie « Tu as été pesé et trouvé trop lourd. Surcharge, descendez s'il vous plaît. » Complètement sonné par cette nouvelle contrariété, l'indique abandonne et s'éloigne tristement vers la sortie. Pas très loin d'ici, ayant remué ciel et ministère, secoué bureaucrates et fonctionnaires, le grand vizir Aboulzine a finalement retrouvé la trace du piaf à son fafa. Et maintenant, faut que je m'occupe de la volaille. Vivement 2022. Bienvenue chez les Grecs. La fouine, à la froideur matinale, attend sagement devant la pharmacie. Par un hasard tout à fait circonstanciel, alors qu'il quittait penaud l'hôpital, il entendit les vociférations du GV du moment contre l'inspecteur Casa. Profitant de l'aubaine et désireux d'accomplir son sinistre plan, il s'approche de la voiture ministérielle et déclare tout doux « Casa ? L'inspecteur Casa ? Mais c'est mon ami depuis toujours. En quoi puis-je vous aider ?» Le grand vizir, n'en croyant pas ses oreilles, décharge sur le furet futé toutes ses responsabilités et prérogatives, lui filant toutes les accréditations et une somme plus que suffisante pour couvrir les frais. Il s'en moque. C'est pas ses sous, ni son poulet. C'est même pas le même ministère. En un clin d'œil, une chaise roulante apparaît, et par des chemins permis aux seuls brancardiers, amène la fouine, tel un nabab, au bon endroit. Le docteur Mouse, à force de gueuler et de faire son travail, et sous substitut, a trouvé le remède miracle, qui pourrait sortir le pauvre animal en état coquemateux depuis si longtemps. Il rédige donc une ordonnance. « Allez, charmant rongeur, au regard si doux, allez d'un pas leste mais léger, et ramenez ce remède qui sauvera votre ami, et mettra fin à tous vos sous, si. » Et c'est ainsi qu'il se retrouve devant la préparatrice. En lisant le papier, elle s'esclave. Ses collègues intrigués, ainsi qu'un habitué du lieu, un vieux papyrus, s'approchent. Et à la vue de la formulation, se tordent les boyaux de rire, gênés de hic. La fouine demande « Que se passe-t-il » La doctoresse en pharmacie, en charge de l'officine, trop heureuse d'éduquer un ignorant, lui explique. Ces médecins-là, ils n'y connaissent rien. Ils suivent encore des textes, des noms, des dates et des écritures en ancien égyptien. Personne n'y comprend rien, et cela leur donne une telle assurance qu'ils se permettent n'importe quoi. Nous, en contact avec le client,
dernier maillon de la chaîne du médicament. Nous en savons bien plus qu'eux. Regardez. » Elle pointe sur le mur un cadre en verre luisant, orné d'un serpent enroulant un vase, et suivi d'une liste de maximes hellénistes, puis toute sa pharmacéo, ou boutique apothicaire, ainsi que la boîte du cachet. « Chez du grec, chat, mon bon monsieur, du grec. C'est moderne, et ça tient la route. Pas ces vieux machins égyptiennes tout moisis. Et ça ne coûte pas autant pour le même résultat. Heureusement que je suis là, indépendante et à votre service. Allez, vous m'êtes sympathique, et je vais vous aider. » Elle lui donne un tout autre médicament, avec une toute autre posologie, et une toute autre prescription, et écrit dans une toute autre langue. La fouille, heureux d'écorner sur l'avance qu'il a reçue, se gratte la tête et pense: après tout, pourquoi pas? Ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je me barre avec la paye du ministre. Ça m'aidera à repartir. Au moment de régler, une agréable surprise l'attend. La pharmacienne remarque au doigt de l'indique 2 chevalières ornées de sceaux. « Alvital, elle mutuelle, mais ce sont nos saints patrons. Ils font beaucoup pour nous. Allez, tenez, c'est gratuit. C'est la maison qui régale. » Étonné de ce revirement, il sort, couvert, emportant la recette médicinale, et s'enfuit prestement. Ça alors, c'est bien la première fois de sa vie qu'on lui donne quelque chose pour rien. Le phénix. Contre toute attente, alors qu'il n'était plus qu'un légume, l'inspecteur Casa se réveille. Tous les tresses, procédures, traitements, et même le médicament miracle, rien n'avait eu d'effet. On l'avait juste laissé là, sur batterie, en attendant de savoir quoi en faire, car on craignait quand même un peu la réaction du pharaon, tout en sachant que le DV du moment avait dû avoir une nouvelle lubie et bien d'autres chats à fouetter. L'âme de Casa, fatiguée de traîner partout, ayant appris tout de la médecine, dans ce monde et dans l'autre, pour avoir testé des corps éventuels de rechange, de frais cadavres encore tout chauds, décida qu'au final, on n'est bien que chez soi. Avec ses nouveaux pouvoirs, il est remis en état la plomberie, après avoir vérifié les tuyaux. Il rebrancha les câbles et réinitia l'ordinateur central, un miracle de miniaturisation, son propre crâne de piaf. Précautionneusement, il reprit place à bord, nettoyant quelques protéines inutiles et élimina des virus tenaces. Une fois dedans, il lui fallut un petit temps d'adaptation pour retrouver ses marques. Bon, ça a l'air de tenir et de fonctionner. Il se lance. Et c'est ainsi que de feu le coq, il renaît en coq en feu. Il ouvre les yeux, s'extirpe de ses branches, débranche les fils, et puisqu'oublié depuis si longtemps, sort sans être remarqué. Il tombe bec à truffe devant la fuite, un peu hébété, et ne sachant que faire. Au son intérieur d'une musique d'Ennio Morricone et Sergio Leone, leurs regards se croisent. Puis sans un mot, ils font la paix. Elle dessus, pas dessous. Ils s'éloignent vers le soleil couchant en chantant. Il suffira d'un signe